La stratégie, moi, c'est facile, hein. À fond. Chastain est à l'extérieur sur le mur. Dans le dernier tour, Chastain dans le tour, il passe de... Michael Schumacher hits David Coulthard and is out. He hit the wall. Just like Thomas Jensen. Dale Earnhardt will come to the caution flag to win the Daytona 500. Oh yeah! Woo! We're gonna burn this motherfucker down, yes! Bienvenue dans À fond, le podcast qui raconte le sport auto, mais avec un œil dans le rétro. Je suis Thomas Volok et évidemment, comme toujours, je suis très bien accompagné car je suis avec Andrea Noviello de Warm Up F1. Salut Andrea. Salut Thomas. Comment Bonjour à tous. Comment tu vas? Très bien et toi? Eh ben écoute, on a du budget. Voilà, on a du budget, faut le dire, parce que pour vous révéler les coulisses de À fond, avant d'enregistrer avec un seul micro, dorénavant, nous avons deux micros pour enregistrer ta voix et la mienne. C'est Byzance. C'est bizarre. Voilà, ça régale. Alors n'oubliez pas notre cagnotte pour qu'on achète une Ferrari Luce, peut-être. Et un Ouais. petit studio aussi, Un petit d'enregistrement. D'abord la Ferrari Luce et après le... Après bon, là ça va pas être compliqué, un iPhone fait ça très bien avec des petits câbles. Je pense que voilà, la Ferrari Luce... On vous laisse regarder sur internet, bon c'est une sacrée blague cette automobile, je sais pas ce que t'en penses Andrea. C'est pas très joli, on va dire, pour être poli. Pour être très poli. Bon, aujourd'hui, pour notre épisode, on va partir sur un continent où on est déjà parti dans notre épisode 2, qui était Suzuka. Mais avant d'en parler, Andrea, on avait fini l'épisode sur ça la dernière fois. On va commencer les petites recommandations. Voilà, les recommandations, c'est ce qu'on a vu dernièrement, ce qu'on vous conseille de lire, de regarder, d'écouter ou de voir par rapport au sport auto. Andrea, qu'est-ce que tu as vu dernièrement que tu aimerais parler? Alors, pas vu, mais lu cette fois, ça sera la biographie de Frédéric Vasseur, sortie aux éditions City. Frédéric Vasseur en piste de Jean-Michel Desnoux, donc un excellent confrère de Auto Hebdo, que je conseille. Donc ça permet de faire découvrir le personnage Vasseur depuis ses plus jeunes années, dans son école d'ingénieur, et à tous les échelons qu'il a gravis, des formules de promotion jusqu'à Ferrari aujourd'hui. Ouais, parce que Frédéric Vasseur, évidemment, on le connaît pour être le team principal de Ferrari, mais avant, il avait une vie, et avant d'entraîner Lewis Hamilton chez Art Grand Prix aussi. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Il a fait énormément de choses, hein. Il est resté très longtemps dans les formules de promotion, mais il a bâti vraiment une success story à la française dans les formules de promotion, donc que ce soit en F3, en F3000, GP2, Formule 2, avec ASM dans un premier temps, ensuite Art Grand Prix, quand il s'est lié avec Nicolas Todd, le fils de Jean Todt. Et il a connu énormément de pilotes qui sont aujourd'hui en Formule 1 ou dans d'autres formules top niveau comme en endurance, mais il a eu bien sûr Charles Leclerc, il a eu Lewis Hamilton comme tu as évoqué, il a permis à énormément de pilotes de grandir et ensuite de s'imposer en Formule 1. Il a une carrière exceptionnelle, c'est vrai qu'on connaît enfin ceux qui s'y intéressent peut-être un peu moins, pas forcément par toutes les étapes par lesquelles il est passé avant d'accéder au poste de team principal chez Ferrari, mais il en a fait énormément, et ensuite bien sûr il y a eu son arrivée en Formule 1 chez Renault d'abord, chez Sauber Alfa Romeo ensuite, pour finir chez Ferrari. La biographie donc de Frédéric Vasseur qui est disponible chez City Edition, City Edition qui fait de plus en plus de livres sur la Formule 1. Thomas, toi, qu'est-ce que tu as vu de beau? Ah bah écoute, moi qu'est-ce que j'ai lu de beau? Alors, je suis en train de finir la biographie de Tim Richmond, qui est un pilote de NASCAR des années 1980, qui a été une rockstar, mais qui est un pilote en fait qui est né qui a été en NASCAR 20 ans trop tôt ou 20 ans trop tard, parce que c'était un sacré fêtard. Et le mec, il arrive dans un monde où tout le monde est en bottes de cow-boy, où tout le monde est clairement... voilà, la NASCAR est très populaire dans les États du sud des États-Unis. Et lui, il arrive, il a un Toyota Fort Lauderdale, il a un appartement à New York, il est toujours très très bien entouré. Et en fait, il détonne dans ce paysage de la NASCAR. Il gagne. Le James Hunt de la NASCAR. C'est un petit peu ça. J'aime beaucoup la référence et je trouve que le parallèle est quand même assez marquant. Donc ouais, Tim Richmond. Et pour te dire, Andrea, le film Jour de tonnerre, que beaucoup connaissent,
Il y a beaucoup de choses qui sont inspirées de la vie de Tim Richmond. On en parlera bientôt on en d'ailleurs parle. dans ce podcast. J'espère bien, André. Il nous met le cliffhanger. Ça veut dire qu'on a encore plus de budget. Donc voilà, et je vous conseille aussi de Grâce à vous, chers abonnés. Grâce à vous, chers abonnés, tout à fait. J'en profite aussi pour dire qu'il y a un excellent documentaire d'ESPN disponible sur Disney+, Tim Richmond to the Limit, qui est une bonne introduction avant de lire ce bouquin, qui est très émouvant aussi parce qu'évidemment Tim Richmond, donc on va dire une des premières grosses stars de la NASCAR les années 80, mais qui va mourir du sida. Donc voilà, à l'époque, assez détonnant. Andrea, tu es habillé en orange aujourd'hui. On n'a pas encore accès à la vidéo, mais qui sait, peut-être un jour, tu es habillé en orange, et qui dit orange, dit McLaren. Oui, et Grand Prix des Pays-Bas aussi. Grand Prix des accessoirement ce week-end. Pardon, excuse-moi. Moi, je pense à Bruce McLaren. Mais oui, tu as pas tort. Et pas parce que tu m'as dit que, effectivement, là, tu es en train de lire la biographie de Frédéric Vasseur, mais tu es aussi accaparé par une nouvelle lecture. Oui, pour cette 10e de seconde, donc la biographie cette fois de Zak Brown, donc le team principal de PDG de McLaren. Et là aussi très intéressant, je l'ai pas encore terminé. Donc là c'est une traduction en français de la biographie originale, donc en anglais, écrite avec l'aide bien sûr de Zak Brown. Ouais. Et très intéressant là aussi de voir le personnage qu'on peut croire au départ totalement en dehors du sport automobile, dans le sens où on peut penser que c'est un Américain qui connaît rien. Lui, c'est un grand fan de baseball, comme un certain monsieur Thomas Volek, je crois. Mais c'est aussi un ancien pilote. Il a piloté, alors il a commencé en kart, comme tout le monde. Il a essayé de gravir les échelons jusqu'à qu'il se rende compte qu'il était plus doué en marketing et pour vendre des sponsors qu'en pilotage. Et arrête-moi, mais je crois avoir lu quelque part, ou vu d'ailleurs, un extrait où il gagne un jeu télévisé. Oui, et ça, où, bah, grâce à ce gain de jeu télévisé, il a pu, entre guillemets, commencer sa carrière d'investisseur ou de pilote. Bah, c'est comme ça qu'il s'est fait connaître Ouais, un petit peu de l'audimat américaine. Il a aussi, il faut le savoir, alors il n'a pas gagné l'émission, il n'a pas été jusqu'au bout, parce qu'après il a été éliminé, mais il a quand même gagné des gains et il a été très malin à son jeune âge, parce qu'il avait moins de 10 ans, je crois, quand il participe à l'émission. Ou alors c'était peut-être un adolescent, je sais plus Je pense qu'il était exactement. adolescent. Non, peut-être adolescent. Non, oui, ouais. adolescent, parce que c'était un groupe d'ados qui avait été sélectionné, mais il a été très très mature dans son attitude, parce qu'il aurait pu choisir des gains relativement futiles hein, pour un jeune de son âge. Il a choisi si je dis pas de bêtises, des montres dont il se servira ensuite et qui revendra pour entamer sa carrière justement dans le marketing, dans le sponsoring. Et donc pour commencer cette très belle carrière. Alors je crois que c'est la roue de la fortune. Oui, c'est l'équivalent américain de la roue de la fortune. Ouais. The Wheel of Fortune. Avec Patrick Roy. Non, pas Patrick Roy. Non, pas Patrick, voilà. Patrick Roy, c'est le nom d'un joueur de hockey. Disons baseball, hockey, qu'est-ce qui se passe, Andrea? Donc voilà, c'est tout pour nos recos, je pense, Andrea. De notre côté. Alors, Andrea, on va passer maintenant à l'épisode donc de ce jour. À fond. Et pour vous dire, suggéré par un abonné. Suggéré par un auditeur, par un abonné qui porte un merveilleux sobriquet, Mister F1. Voilà, au moins, ça c'est dit, on va pas parler de pétanque. Il s'appelle Maël, qui nous a dit sur Instagram, faites ce Grand Prix. Donc pour toi et moi, direction Shanghai et le 7 octobre 2007, parce que sur TF1, eh bien, on est tout proche d'entendre ça. Cette intro, elle est incroyable. Ah, que des souvenirs. Ah, mais des beaux souvenirs. Tu vois, on a fait 90, on a fait 80, 2000. Là, tu vois, là, pour moi, alors moi, c'est mon enfance, tu vois, toi, c'est ton adolescence. Et franchement, ça fait plaisir. Je me dis, voilà, je vais me lever à 6h du matin pour regarder un Grand Prix et ça vaut le coup. Ah, ça nous donne la banane. Rien que le fait d'entendre le générique, on a déjà le sourire. Effectivement, puis après, t'avais la petite animation de la Formula One, juste après... Celle qui succédait d'ailleurs au fameux riff de guitare. Bon alors Andrea, parmi les événements marquants de 2007, nous avons le premier titre en MotoGP de Casey Stoner, on a l'arrivée de l'iPhone, le dernier titre en Champ Car de Sébastien Bourdet, Romain Grosjean qui remporte le titre en F3 Euro Series, un tour express chez le coiffeur pour Britney Spears, et le transfert de l'année en NASCAR avec Dale Earnhardt Jr. qui passe de Dale Earnhardt Motorsport, DEI, Dale Earnhardt Incorporated, qui passe donc de l'écurie de son papa, chez Hendrick Motorsport pour faire une Dream Team, mais malheureusement
qui ne sera pas tellement un dream pour Junior et pour la Junior Nation. Andrea, on va partir maintenant pour le tour de formation. Michael Schumacher est en tête à l'heure actuelle. Oh non, c'est Berger. Et là autre chose. Et bah voilà autre chose. Andrea, on va partir en Chine pour la 16e manche du championnat du monde de F1 2007. Le 784e Grand Prix de l'histoire de la Formule 1. On va faire 56 tours du tracé de 5 km 451 pour un total de 305 km. C'est un circuit ultra rapide. La pole, elle est à 203-204 km/h de moyenne en général. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce circuit? Alors, un circuit moderne, un tilcodrome. Que tu adores. Comment on les appelle? Pas spécialement, mais pour la beauté du geste, on dira oui. Non, alors un circuit moderne, très large, qui dit moderne, qui dit tilcodrome, 10 dégagements à foison. dit beaucoup de dégagements, bien sûr, des runoffs, une piste exagérément large, un petit peu de dénivelé, mais pas énormément. Une piste avec deux caractéristiques principales, c'est virage 1 l'escargot, un virage à droite interminable qui se referme jamais, qui est très très dur pour les pneus, notamment à l'avant gauche. Et ensuite le banking qui ramène sur une ligne droite, là aussi interminable de plus d'1 kilomètre avant l'épingle, et on arrive dans la dernière section du circuit. Un circuit globalement apprécié des pilotes, même s'ils sont pas tous enchantés par le tracé. C'est pas un Suzuka, clairement, c'est pas un Spa-Francorchamps, c'est un circuit moderne. En même temps, on avec compare à un circuit qui date de 2004, à des références. Voilà, donc avec ses qualités et ses défauts, je sais que un Lewis Hamilton, par exemple, aime beaucoup ce circuit. Il va beaucoup gagner par la suite. Mais là, en 2007, donc pour parler du Grand Prix qui nous intéresse, c'est encore un jeune circuit, on va dire. On n'y court que depuis 2004. Et ça a offert des courses... alors les deux premières éditions pas forcément très emballantes, mais on reste sur une édition de 2006 assez spectaculaire avec de la pluie, la dernière victoire en carrière de Michael Schumacher en Formule 1. Donc on avait assisté à l'époque à un dernier Grand Prix de Chine plutôt intéressant. Et là, du coup, on arrive pour ce Grand Prix de Chine 2007 avec 3 pilotes qui peuvent jouer les troubles faits, parce que le titre, il est à la portée d'un pilote. Mais il faut que la course se termine avant tout. Tout ça pour te dire, Andrea, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui se passe en arrivant au Grand Prix de Chine? Voilà. Est-ce que c'est quoi l'histoire en gros du Grand Prix de Chine? En Chine, quand on arrive, donc comme tu l'as dit, il y a 3 pilotes qui peuvent être encore mathématiquement titrés. Massa, lui, ne peut plus l'être. Il a un temps été en lice pour le titre. Il a gagné quelques courses, Massa, mais après il a perdu un petit peu pied, et Ferrari, bien sûr, a privilégié le pilote qui était le plus proche au championnat, donc Kimi Raikkonen. Donc on a Kimi Raikkonen qui est encore en lice pour le titre, qui est celui des trois le moins bien placé, le plus loin au championnat. Il lui reste encore une infime chance, mais il a 17 points de Lewis Hamilton, le leader du championnat. Donc on a Lewis Hamilton qui lui a fait son entrée en Formule 1 cette année-là. C'est un raz-de-marée, Lewis Hamilton, c'est un ovni. Il fait 9 podiums consécutifs en début de saison. C'est le leader du championnat. Il reste sur une démonstration de classe à Fuji, sous le déluge. Un temps exécrable, et il domine de la tête et des épaules un Grand Prix épouvantable. Et on a bien sûr Fernando Alonso, le double champion du monde en titre, transfuse de chez Renault, qui est lui aussi encore en lice, mais qui est moins bien placé, qui est dans une situation difficile. Quand on arrive en Chine, la liaison, clairement, elle est coupée avec McLaren et Ron Dennis notamment. Il y a des échanges d'amabilité de part et d'autre entre Alonso, qui se sent isolé dans son équipe, et Ron Dennis, qui n'a pas franchement digéré l'attitude d'Alonso, et notamment les petits mails adressés à la FIA dans l'affaire du Spygate. Donc Alonso, c'est pas facile. Il peut encore être titré, bien sûr. Lui aussi, il a fait une saison correcte, on va dire, parce que c'est pas la meilleure saison de Fernando Alonso en Formule 1. Mais il se retrouve dans une situation qu'il n'a pas connue jusque-là, c'est-à-dire qu'il a un coéquipier qui est capable de le battre, de le dominer.
Et bien sûr, un coéquipier britannique dans une écurie anglaise, forcément, c'est pas facile à gérer. Au classement, donc, au championnat, en arrivant, on a Lewis Hamilton qui est premier avec 107 points. Alonso, deuxième avec 95 points. Kimi Raikkonen avec 90 points et troisième. La victoire est à 10 points. Deuxième, 8 points. Troisième, 6 points. Jusqu'à la huitième place qui permet de remporter un point. S'il y en a un qui est en position de force, c'est le poleman, c'est Lewis Hamilton. C'est Hamilton, c'est le seul qui peut être mathématiquement titré dès le Grand Prix de Chine. Pour cela, il faut qu'il finisse au moins devant Fernando Alonso. Donc s'il arrive à gagner cette course, il peut mettre fin au débat et être champion pour la première fois. Ça serait un rookie qui serait champion du monde de Formule 1. Sachant que, comme tu le dis, c'est un débutant, Lewis Hamilton. Personne ne l'a fait, aucun débutant n'a réussi à gagner le titre dès sa première saison. Jacques Villeneuve, lui, avait comme Lewis Hamilton quelques années plus tôt aussi lutté pour le titre mondial et bon, avait perdu contre Damon Hill en 1996. J'allais dire Sofino Farina en 1950. Voilà. Mais aucun débutant n'a réussi à coiffer le titre pour sa première saison en Formule 1. Ni Ayrton Senna, ni Michael Schumacher, ni Alain Prost, ni Jim Clark. Aucune des légendes de la F1 n'a réussi à le faire. Et Lewis Hamilton, il peut le faire dès sa première saison. Aux essais et en qualification, bon, il y en a un qui est en forme, c'est Kimi Raikkonen sur Ferrari. Les qualifications se font sur piste sèche et tout le week-end, Raikkonen il enchaîne les bons temps et il a de la confiance bien qu'il soit dans une position très incertaine au championnat. Raikkonen est en pente ascendante sur cette fin de saison. Ce sera peut-être temps de se réveiller. Il a eu un peu de malchance dans la saison. Il a eu un petit peu des trous d'air lui aussi. Il a eu des problèmes de fiabilité avec la Ferrari sur cette F2007 qui est pas toujours fiable. Mais là, sur la fin de saison, il est là. Il a gagné des victoires importantes, notamment à Spa. À Fuji, on l'a pas vraiment vu, mais bon, il a limité les dégâts avec un podium quand Alonso s'est sorti. Et là, sur ce week-end en Chine, il est en forme, comme tu l'as dit. C'est lui qui domine les débats. Il réalise le meilleur temps de toutes les séances libres. C'est encore le plus vite en Q1, Q2. Et malheureusement, en Q3, au moment où ça compte le plus, il se fait battre par Lewis Hamilton, qui est lui aussi le pilote en forme et en qualification, il est exceptionnel. Hein. C'est vraiment le diamant brut, Lewis Hamilton. C'est lui qui a le plus grand nombre de pole position cette année-là. Et pour un rookie, c'est incroyable. C'est incroyable. Là, il fait sa 6e pole en Chine, Lewis Hamilton. Pour faire le parallèle, Felipe Massa, qui, comme on l'a dit, hors du titre, lui aussi a réalisé 6 poles. Donc clairement, lui aussi, il avait la pointe de vitesse. Donc Ferrari, McLaren, quand même, il y a match. Il y a match, c'est très très proche. Les deux équipes sont très proches l'une de l'autre. Selon les pistes, ça varie un petit peu. Selon les tracés, Ferrari, cette année-là, a beaucoup de mal sur les circuits, sur les pistes qui sont bosselées, où le tarmac n'est pas parfait. Les circuits à l'ancienne, les circuits comme Monaco ou Monza par exemple, où le tarmac est très imparfait, ou ancien, Ferrari a du mal. Par contre, quand c'est des billards, ça roule tout seul et Ferrari sont au-dessus et arrivent à prendre l'avantage sur McLaren. Ferrari et McLaren, c'est une rivalité qui sent bon les années fin 90, début 2000, après que Renault soit un peu au fond du gouffre, quelque part. Pour finir avec Raikkonen, alors il fait pas la pole, il est deuxième, vraiment il échoue très... Oui, ça se joue à un dixième. Un dixième, très très proche de Lewis Hamilton, mais après on va savoir, le dimanche matin, le jour de la course, on sait pourquoi, parce qu'il a quand même beaucoup plus d'essence que Lewis Hamilton, il part avec 7-8 tours d'essence en plus, et c'est là que la différence se fait. En tout cas, c'est ravitaillement en essence, moi ça rajoute toujours d'incertitude et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je ferme la parenthèse. Le dimanche, après avoir eu un temps sec, on est menacé par de la pluie parce qu'il y a le typhon Croza qui menace la course. Oui, alors il va pas venir ce gentil typhon Croza, il va rester là où il est, mais bien sûr la pluie va venir se mêler à la fête pour cette avant-dernière manche de la saison. Alors dès le matin, dès la fin de matinée, il a commencé à pleuvoir sur Shanghai. Ça va s'arrêter. Puis ça va se remettre un petit peu à pleuvoir un petit peu avant le départ, quand on est installé sur la grille de départ. Donc tous les pilotes vont choisir les pneus intermédiaires, donc la solution la plus safe, la plus sûre pour le départ, parce que clairement on peut pas partir en pneus slick rainuré à l'époque. Oui, l'emphase sur le rainuré est très important. Donc tout le monde va partir avec là il n'y a pas de
stratégie de paris à oser. On part tous en intermédiaire, sauf les spikers. Les spikers, elles vont tenter un coup. Elles vont partir en full wet, en pneu pluie. C'est les seuls qui vont tenter le coup. Et bon, on va voir après que malheureusement, ça n'a pas marché pour eux. On va passer à la course. 3 lights, 4 lights, 5 laps. Pause. Go, go, go. Et oui, go, 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 comme disaient Murray et Walker. Bon, déjà, la course commence bien parce que moi, quand j'ai vu Christophe Malbranche, Jacques Lafitte et Franck Montagny aux commentaires, je me suis dit, ça va être génial. Ah ouais. L'expertise de Franck Montagny Ah, et ouais. après, bon, Christophe Malbranche, Jacques Lafitte, c'est génial. Ah, Jean-Louis Moncel aussi, c'est très Jean-Louis bien. Moncel aussi, oui. C'est très Oui, bien. Franck Montagny, il est en roue libre. Ah, Elle est excellente. il me fascine. Il est excellent. Bon, il est excellent sur Canal, c'est vrai. Mais là, on sent que le langage n'est pas polissé, que Il en est dans ses jeunes années et la fougue, c'est... il a peur de rien. Ah j'ai non, envie de mais dire. ça tire sur telle équipe. Ah non, mais franchement, c'est très sympa. Comme tu l'as dit, donc la piste elle est humide, mais il n'y a pas encore de pluie au départ et c'est très important de faire chauffer les pneus sur un tracé de Shanghai qui est très abrasif. Avant donc que les lumières s'éteignent, enfin s'allument puis s'éteignent, il y a Papa Hamilton dans les stands, il y a Ron Dennis et Jean Todt qui sont hyper tendus. On sent que le championnat il se joue ici en fait. Et surtout que il va se mettre à pleuvoir pendant le tour de formation. Vraiment, quand ils arrivent sur la fin du circuit, alors jusque-là, il y avait pas d'eau. On le voit sur le tour de formation, les voitures dégagent très peu d'eau derrière elles. Et quand on arrive dans cette interminable ligne droite de retour à la fin, avant l'épingle, là, il commence vraiment à pleuvoir assez fort. Et on va le voir, hein, dès que les F1 partent, premier tour, c'est plus du tout les mêmes conditions. Il y a déjà beaucoup plus d'eau. Bon, ça se prête mieux aussi pour les intermédiaires, mais du coup, ça va rajouter un petit peu de tension avant même le départ. Et en parlant du départ, est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on passe l'extrait? On peut y aller. Eh ben écoute. Lewis Hamilton est désormais à 56 tours de rentrer dans l'histoire de la Formule 1. Va-t-il parvenir à résister à Raikkonen, à Massa et à Alonso? La réponse dans moins de 2 secondes. Maintenant, à l'extinction des feux, le départ du Grand Prix de Chine. 16e épreuve du championnat du monde de Formule 1. Le bon départ pour Fernando Alonso derrière qui se décale tout de suite. Bon départ également de Lewis Hamilton qui protège sa position immédiatement. Et pour l'instant, à l'extérieur, Alonso qui tente de prendre l'avantage sur les Ferrari. Quel départ de l'Espagnol qui réussit un exploit dans ce premier freinage. Va-t-il tenir? Oui, il y a un contact, non? C'est bon, il est en 3e position, c'est pas terminé derrière. Bon, Alonso dépasse Felipe Massa, Massa lui reprend la place quelques hectomètres plus loin, mais déjà on a un avant-goût du circuit en fait de Shanghai qui propose un premier virage de folie. Oui, avec l'escargot avec Alonso donc qui tente l'extérieur, qui va réussir l'extérieur sur Felipe Massa. Et vraiment il faut y aller, il faut les avoir bien accrochés quoi. Ah ouais, non, mais à l'époque, les F1 et surtout les pneus le permettent. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus difficile, sauf avec des pneus neufs peut-être. Mais Alonso, il nous fait un peu une Lewis Hamilton à Melbourne 2007, où il fait un peu l'extérieur à tout le monde. Là, il tente le coup. Je veux dire une Andrea Noviello sur Formula One 2010. Ouais, ou sur Assetto Corsa. Mais donc c'est une super manœuvre, comme on va en voir énormément dans cette course. Et bon, après Massa reprend l'avantage, comme tu le dis. On a aussi Ralf Schumacher qui avait réussi une bonne qualification. Alors lui, en arrivant en Chine, il a annoncé qu'il quitterait Toyota. Là aussi, la relation se termine pas très bien. Et Ralf Schumacher, il va sortir dès le premier tour, dès le premier virage. Il se retrouve en tête à queue. Alors il peut repartir, mais bon, il a déjà flingué sa course dès le départ, alors qu'il avait il avait vraiment un bon coup à jouer. Et lui, il faut pas oublier que, comme je viens de le préciser, donc il a plus de volant pour la saison 2008 et que malheureusement pour lui, là, c'était une des dernières chances de se montrer. Pour être honnête, Ralf Schumacher, il est plus le même depuis l'accident d'Indianapolis. Oui, il a eu deux accidents 2005-2006. 2004-2005. En 2004 chez Williams, sa dernière saison. Où il se prend le banking. Très fort. Très fort, il tape l'arrière, la visière de son casque s'ouvre. On a les images en tête de Michael qui passe au ralenti derrière ce petit car et qui regarde, qui est inquiet forcément. Et l'année d'après aussi, en 2005, pour le fameux le Michelin Gate. Michelin Gate, et là aussi où le pneu explose et il se reprend une boîte énorme au même endroit. Et c'est vrai que depuis ces deux accidents-là,
malheureusement, c'est plus tout à fait le même. Et oui, il restait qu'un Schumacher en 2007 sur la grille et ça se termine pas très bien. Bah, il n'aura pas, malheureusement pour lui, survécu longtemps au départ de son frère, hein. On le rappelle, Michael quitte la F1 une première fois, donc fin de la saison de 2006, et lui, il ne survit qu'une seule saison de plus au départ de son frère. Donc, à la fin du premier tour, Hamilton est devant, Raikkonen deuxième, Massa troisième, Alonso quatrième, et une Red Bull, pilotée par David Coulthard, est cinquième. Et au tour 2, coup de théâtre, la pluie qui semble arriver. Oui, ça s'intensifie. D'ailleurs, ça provoque un peu de remous dans l'arrière du peloton avec un accrochage Barrichello Davidson. Mais on sent par contre que Lewis Hamilton il est à l'aise. Alors il profite bien sûr d'une voiture plus légère que les Ferrari. Mais il faut quand même conduire une McLaren sous la pluie. Mais bon, il est à l'aise le garçon. On l'a vu de façon à Fuji le Grand Prix précédent qu'il maîtrise ses conditions comme personne et il va vraiment dérouler en début de course. Il va prendre de l'avance tour après tour. Il va creuser le trou sur Raikkonen et il va se construire une marge au départ, on aurait pu penser suffisante, mais avec ce qui va tout se passer derrière, on va voir que malheureusement pour lui, ce début de course excellent ne suffira pas. Après tout, son pilote préféré n'est-il pas Ayrton Senna? Donc pour être un magicien sous la pluie. Alors moi j'ai noté la première pub TF1, elle arrive après seulement 5 tours. Voilà, ça m'avait manqué de jouer aussi au petit jeu top position. Bon alors concrètement, derrière la course elle est plus animée. T'as un petit duel Kovalainen-Vettel. Trulli qui fait une attaque superbe sur Kovalainen. Kovalainen est assez brouillon dans cette course, hein. Surtout au début de course, il fait pas mal de petites erreurs. Il se fait doubler, notamment là par Trulli. Assez brouillon, lui qui restait sur un premier podium en Formule 1 au Japon, le Grand Prix précédent. Et là, clairement, les Renault, ils y sont pas. Déjà en qualification, c'est catastrophique. Et là, en course, où c'est une course dans des conditions donc humides, changeantes, on voit que malheureusement, ils vont pas saisir l'occasion. Et même, tu vois, en regardant le Grand Prix, je me dis souvent, bon, est-ce que tu es capable un peu de mesurer si la course va être intéressante ou pas? Mais là, concrètement, on sent que le suspense de la course, c'est le titre d'Hamilton, et que si tu veux de l'animation, ça se passe derrière, en fait. Ouais, mais ça reste quand même une course très vivante. J'en avais pas forcément souvenir que c'était une course aussi plaisante. Mais c'est vrai que c'était une course assez spectaculaire. Je sais pas quelle est ton opinion à ce sujet, mais moi, je me suis fait Honestly, what the f are we doing here? Ah ouais, non, moi j'ai trouvé ça plutôt plaisant que ce soit devant, derrière. Alors devant, certes, Hamilton prend de l'avance, Raikkonen il suit à distance, mais bon, on a quand même le duel Massa-Alonso. Alors certes, ils vont pas se doubler, mais ils sont proches l'un de l'autre. Et moi, je trouve qu'il y a de l'action un peu partout au milieu, à l'arrière du peloton. Donc, j'ai trouvé une course assez plaisante. Alors moi, je me suis un peu ennuyé, pour être honnête, au début de course. Non, je trouvais pas ça animé. Enfin, voilà, c'était pas... Dans mon souvenir, justement, c'était peut-être plus plaisant. Tu vois. Ah, moi, j'ai le sentiment inverse. Donc voilà. Nonobstant, au tour 10, Hamilton mène avec 6 secondes d'avance, 8 sur Raikkonen. Il est en maîtrise totale. Ah oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, il déroule, hein. Hamilton, il est au-dessus du lot. Alors encore une fois, il profite d'une monoplace plus légère que les Ferrari, mais clairement dans ces conditions, il est à l'aise. Et par contre, on note déjà une différence par rapport entre les McLaren et les Ferrari, c'est que les McLaren, que ce soit Hamilton ou Alonso, ils ont tendance à déjà sortir de la trajectoire pour faire refroidir leurs gommes, qui sont des intermédiaires, je le rappelle, et quand la piste est sèche, quand il y a moins d'eau, ça s'use très vite. Et contrairement aux Ferrari qui arrivent plus à rester sur la trajectoire normale, McLaren, donc il se décale souvent. Mais bon, ce qui n'empêche pas Hamilton de continuer à prendre de l'avance, hein, parce que comme tu as dit, au 12e tour, il a déjà 7 secondes d'avance sur Raikkonen. Alonso, il est relégué, lui, à 13 secondes, Massa à 12 secondes. Donc franchement, il déroule Hamilton. Et pour l'équipe de TF1, eh bien évidemment, ça sent le titre.
Il y en a un autre qui prend soin de ses gommes, c'est évidemment Lewis Hamilton. Il est en train de fausser compagnie à Raikkonen. 6 secondes 6 d'avance au dernier pointage pour le pilote britannique. Il est en train d'aller le chercher tout seul comme un grand, son titre de champion du monde. Il est en train de faire exactement ce qu'il faut. Et regardez la pluie prévue dans 3 minutes maintenant. Comme il le fait depuis le début de la saison, son titre, il a été le chercher sans l'aide de personne. Exceptionnel débutant en tout cas sur cette saison 2007. Et qui l'eût cru d'avoir un Fernando Alonso en difficulté. Alors évidemment en fin de saison, Alonso qui est en train de balancer un peu sur le fait que Ron Dennis c'est pas forcément le type idéal et un personnage extrêmement sympathique. En tout cas en début de saison il avait exactement la même chose que son coéquipier et il avait été battu aussi. Ça c'est Lewis sait très très bien faire ça malheureusement mais c'est comme ça, quelqu'un qui écrit l'histoire comme il est en train de le faire, il y aura forcément des critiques et forcément des éloges. Mais Lewis est quelqu'un qui a fait la même chose et qui a travaillé exactement de la même manière dans toutes les écuries où il est allé, où il est rentré avec un grand sourire, avec beaucoup d'applications, qui s'est fait tout de suite ami avec son coéquipier qui était toujours un peu plus âgé et qui a mangé un maximum d'informations et qui a appris toujours avec le sourire. Toujours avec le sourire, mais pour lui mettre une grosse pile sur la saison. Et qui de mieux pour faire ça que Lewis Hamilton sur Fernando Alonso pour ton plus grand plaisir, Andrea. Il y a aussi quelque chose qui est intéressant qui est dit par les gens de TF1 qui disent qu'il y a un contraste. C'est que Alonso lui est installé en Suisse. À une époque, il était même le voisin de Michael Schumacher, tandis qu'Hamilton, lui, il vit à côté de Woking et il passe énormément de temps à l'usine. C'est un anglais pur et dur, Lewis Hamilton, et en plus, il faut pas oublier que Steve Nage. C'est vraiment un enfant de McLaren. Ça fait 10 ans qu'il est dans cette équipe, qu'il est couvé par Ron Dennis, et malheureusement pour Alonso, quand il arrive chez McLaren, il arrive déjà dans l'équipe de Lewis Hamilton, même si Lewis Hamilton c'est un débutant, c'est l'enfant chéri, c'est le petit protégé de Ron Dennis, et malheureusement pour lui. Pas pour Lewis Hamilton, mais malheureusement pour lui, il va vite se sentir, encore une fois, isolé, un petit peu mis à l'écart. Et Hamilton, lui, il a tout le team derrière lui. C'est un pilote anglais, il peut remporter le titre. Et donc, forcément, lui, il en tire parti. Alors, ce qui est drôle, c'est que ce qu'on décrit comme une écurie typiquement british, pour un pilote entièrement british, moi, ça me fait penser pas à McLaren, mais ça me fait penser à Williams dans les années 90. Tu vois, quand Senna il arrive chez Williams, il quitte McLaren. McLaren dans un environnement où il est très bien. Comment t'expliques ce changement Par la présence de Lewis Hamilton, tout simplement. McLaren, ça fait quand même longtemps qu'il n'avait pas eu... bien sûr, tu as évoqué Ayrton Senna, par exemple, Alain Prost, puis d'autres pilotes, les Mika Hakkinen, David Coulthard, qui étaient écossais. Mais là, c'est vraiment un vrai Britannique, et encore une fois, qui est couvé par Ron Dennis depuis des années. Et c'est vrai. Dans une écurie anglaise, c'est vraiment la fierté de pouvoir amener un champion du monde. On n'a plus eu depuis Nigel Mansell Oui, on a eu aussi Damon Hill chez Williams, mais McLaren, eux, ça fait des années qu'ils attendent un pilote anglais capable d'aller chercher le titre. Parce que oui, effectivement, ils avaient Martin Brundle chez eux avec McLaren Peugeot. Voilà, depuis James Hunt... Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. On attend ça chez McLaren, un pilote britannique capable d'offrir un titre. Et avec toute la hype autour, parce qu'en fait, il arrive, c'est un rookie chez McLaren. C'est un rookie, c'est un prodige, mais encore une fois, c'est un raz-de-marée. Comme on l'a dit tout à l'heure, il réalise 9 podiums consécutifs en début de saison sur ses 9 premières courses. Il commence à gagner au Canada, il enchaîne aux États-Unis. Il remporte d'autres courses, notamment à Fuji. Et avec la manière en plus. Avec la manière, avec la classe. Et en plus, c'est un style. C'est pas du tout le même Lewis Hamilton qu'on connaît aujourd'hui. Malheureusement, à cause, encore une fois, beaucoup de pneus Pirelli. Mais à l'époque, Hamilton, c'est super agressif. C'est super spectaculaire. Ça dépasse. Il ose des manœuvres super culottées, un peu à la manière d'un Jacques Villeneuve quand il arrive en 96 chez Williams. Ça attaque, il a aucun complexe, Lewis Hamilton, et il se moque qu'à côté ce soit un double champion du monde qui a déboulonné une icône. Parce qu'en fait, il faut quand même en avoir pour débouler quand même Alonso, champion du monde en titre, double champion du monde en titre. Double champion du monde en titre, qui a déboulonné l'icône Michael Schumacher. C'est Fernando Alonso qui a réussi à battre, Schumacher. à mettre fin à la domination Ferrari-Schumacher. Alonso, quand on démarre la saison de 2007, c'est forcément le grand favori, et c'est celui que tout le monde à qui prédit le plus grand futur, Fernando Alonso. C'est lui qu'on voit succéder, et pourquoi pas aller chercher les records de Michael Schumacher. Personne
dans le monde de la Formule 1, même si on connaît son talent, personne, pas même Ron Dennis, n'imagine que Lewis Hamilton va arriver et va tout exploser dès sa première saison. Ouais, Au départ, pour la petite anecdote, Ron Dennis, lors d'une déclaration d'avant-saison, il dit si Lewis marque régulièrement des points et réalise 1 ou 2 podiums dans la saison, on sera déjà très content. Donc c'est ça qu'on n'imagine jamais que Lewis Hamilton il va être déjà au niveau, voire même capable de battre Fernando Alonso pour sa saison de rookie en Formule 1. Et on arrive au Grand Prix de Chine, au 15e tour, où il est tout proche d'être champion, parce qu'il s'arrête au tour 15 pour mettre du carburant, mais on conserve les pneus. En attendant, il y a Raikkonen qui accélère et qui enchaîne les tours. On s'oriente vers un duel Hamilton-Raikkonen. Ah oui, clairement, on voit que Massa il n'arrive pas à suivre et Alonso, ils sont très très loin derrière. Ils sont à plus de 15 secondes du duo tête, voire presque 20 secondes. Mais on voit aussi que Hamilton, quand il s'arrête, on a un pneu avant gauche qui est déjà pas mal abîmé, la bande intérieure. Et bon, après, on a aussi appris dans les écuries de Formule 1 du précédent Grand Prix de Chine, donc 2006, et de ce qui était arrivé à Renault et à Fernando Alonso, où on avait changé les gommes dans des conditions un petit peu similaires, avec une piste détrempée qui sèche, et malheureusement on avait pris du graining. Et là, pour éviter ce phénomène, ben, on laisse les pneus, et c'est ce qu'il y a de mieux à faire, parce que les pneus, ils se dégradent, mais ils deviennent quasiment des slicks au fur et à mesure qu'on roule. Mais bon, pour ces conditions-là, tant qu'il ne repleut pas, et tant que la piste n'est pas suffisamment sèche, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. En attendant, donc quand Hamilton sort des stands, c'est au tour de Raikkonen en fait de combler l'écart et bah, il va enchaîner les bons tours. Raikkonen, il va un peu faire une Schumacher, hein, c'est-à-dire ce qu'il avait l'habitude de réaliser au moment précis où son adversaire s'arrête, c'est-à-dire qu'il va enchaîner les meilleurs tours. Il profite bien sûr d'une voiture qui commence à se vider en essence. Alors Hamilton, lui, il a fait le plein, hein, il a remis de l'essence au moment de son arrêt. Et donc lui, Raikkonen, il enchaîne les tours et il va grignoter tour après tour son retard sur Lewis Hamilton. Et quand Raikkonen s'arrête, Hamilton bien sûr va récupérer la tête, mais Raikkonen, il a comblé la moitié du retard. C'est-à-dire que avant le propre arrêt de Raikkonen, il lui prend 3 secondes. C'est un gouffre. Bah ouais, mais quand Lewis Hamilton s'arrête, il a 8 secondes 6 d'avance sur Raikkonen. Et une fois la première phase des arrêts ravitaillement effectués, Hamilton, il ne compte plus que 4 secondes d'avance sur Raikkonen. Donc Raikkonen, il a fait un travail monumental pour combler déjà la moitié de son retard. Au tour 25, donc la piste commence à sécher et là, moi j'ai noté Montagny commence à régaler avec ses expressions et ses remarques où il est passé par la firme Renault, l'ami Montagny, et on sent que ça gênerait pas trop si un petit Alonso faisait une belle petite perf. Bah, on sent qu'il est resté proche d'Alonso encore aujourd'hui, hein. On sent qu'il a beaucoup d'estime pour lui. Et c'est un peu l'outsider, on a envie de dire Alonso. On a d'un côté le favori Lewis Hamilton, on a Raikkonen qui est loin. Raikkonen qui est loin. On n'y croit pas trop parce qu'on se dit il y a 17 points de retard, c'est quasiment terminé. Et là, t'es en train de me dire que le seul qui peut battre Lewis Hamilton, c'est Fernando Alonso. Bah, on a envie de le croire, mais bon, Alonso, lui. Toi, t'as envie d'y croire. Moi, j'aurais aimé le croire, mais malheureusement, c'est compliqué. Et même Alonso, en arrivant à Shanghai, il sait que ça va être très dur parce qu'il sait qu'il a un petit peu l'équipe contre lui, même si Ron Dennis sous-entend le contraire ou prétend le contraire. Mais pour Alonso, c'est compliqué. Mais après, Alonso, ça reste un roublard, ça reste un pilote d'expérience et ça reste surtout un pilote qui est capable de se sublimer dans les conditions difficiles, même avec un petit peu l'équipe contre lui. Et on a vu, il a remporté des courses au Nürburgring cette année-là. Il a gagné à Monza aussi. Donc Alonso, sur son talent, il est capable d'aller déboulonner Hamilton. Et il va commencer par déboulonner Massa à l'avant, dernier virage, après une longue ligne droite et un freinage hyper dur. Des vraies manœuvres comme on n'en voit plus malheureusement de nos jours. Est-ce que tu es en train de me dire que c'était mieux avant? Carrément, c'était mieux avant. Mais non, vraiment, on a assisté. Alors, peut-être toi, tu as un regard différent sur cette course, mais il y a pas mal d'affrontements, pas mal de beaux dépassements à l'intérieur, à l'extérieur, des vrais dépassements à l'ancienne, j'ai envie de dire. Oui, mais il y a de la place aussi. Donc, quelque part, c'est parce qu'il y a des circuits étiles qu'on peut faire ces dépassements-là. Oui, je suis d'accord, mais il y a aussi le fait que les pneus, que les voitures le permettent aussi.
on a des voitures qui sont légères, qui sont étroites, qui sont courtes. Si tu les compares avec maintenant. Qui sont agiles, mais on sent qu'en plus les pilotes peuvent jouer avec elles, peuvent prendre des risques. On voit des Alonso ou d'autres pilotes plus loin. Tu évoquais Jarno Trulli tout à l'heure, qui à un moment il tente des manœuvres, même Nico Rosberg chez Williams, il tente des manœuvres un peu pas suicidaires, mais très osées, cavalières au freinage. Ça passe ou ça passe pas, mais voilà, on sent que les pilotes sont pas bridés et qu'ils tentent des choses. En tout cas, Hamilton est toujours virtuellement champion à la fin du Tour 27, mais ses pneus, ils ont déjà beaucoup travaillé. Les conditions commencent à changer et arrive l'acte 2, que j'ai appelé le piège se referme, aussi nommé un typhon fond, 31 tours et puis s'en vont. Oui, t'as vu Andrea, mon humour s'améliore d'épisode en épisode. Continue à le soutenir. Continue, ou pas d'ailleurs. Et on va passer donc à la course parce que ça commence à s'accélérer au tour 27 notamment parce que une inconnue va s'inviter à la course. Il était en difficulté, j'allais vous dire, il a tourné en 1,46,0 à mon avis, c'est pire que ça. Il s'est mis dehors. Ouais, et regardez là aussi. Il a plus de pneus arrière. Regardez Ralph. Rolf, il repleut fois quand même. Il repleut. Il repleut, Christophe. Peut-être de la pluie, oui, regardez en tout cas. C'est sûr. Ouais, c'est pas Raikkonen qui est revenu à 8ème et il pleut dans ce Grand Prix, regardez. Sutil qui a frappé. Il a tapé fort. Il est sur la piste, où est-il? Un peu à l'extérieur. Et regardez, ils sont tous en difficulté. Même Fernando Alonso. Ralph qui est en très mauvaise position vers ses safety cars qui va être en piste, c'est quasiment certain. Massa, il vient de faire une très mauvaise opération puisqu'il vient de repartir avec les pneus pour la pluie. Regardez Raikkonen. Ça tombe. Il pleut fort et cette fois-ci c'est encore relancé. Cool. Et regardez à l'intérieur peut-être. Raikkonen qui insiste. Hamilton également. Oh, il est fort, ils sont forts tous les deux. C'est beau ce qu'il fait Lewis Hamilton parce qu'il a tout à perdre sur un coup comme ça. Et il est là. Et Raikkonen aussi. Oui, c'est un peu la loterie, Christophe, mais c'est ce qui est sympa dans ces Grands Prix. Il est en train de lui mettre la pression. Oh, il est en difficulté partout, Lewis Hamilton. Et Raikkonen, il a la voiture la plus performante. Ça devrait aller sans problème au terme de cette longue pleine charge. Il est 2 secondes plus lent au tour que Raikkonen, donc normalement. La bête à l'affût. Oui, il est... En tout cas, ce qui me fait rire, c'est que tu as la course qui devrait relancer et t'as Franck Montagny qui, moi, me fait penser un peu à moi parce que je me dis quand même, je commence quand même à bien m'embêter pendant ce Grand Prix. Cool, ok, ça arrive. Donc tant mieux. La McLaren de Lewis Hamilton, à cause des pneus qui sont usés et des conditions météorologiques changeantes, il part en travers, il déborde des dégagements, elle est hyper dure à contrôler cette McLaren. Là, c'est la pluie qui vient un petit peu rabattre les cartes parce que Lewis Hamilton au 23e tour, donc quelques tours après la fin de la première salve des ravitaillements, il a encore 5 secondes 3 sur Raikkonen, 5 secondes 3 de marge. Et à partir du tour suivant, donc quand la pluie commence à arriver, à un petit peu s'intensifier, là on voit que le fait qu'il ait des gommes, comme tu l'as dit, bien plus usés que ceux de Raikkonen, là il va perdre, tour après tour, il va perdre. Raikkonen il grignote au début des gros dixièmes, et après, comme on l'a entendu dans l'extrait audio, il va rattraper des paquets de secondes, 1 seconde, 2 secondes. Hamilton, il va être vraiment sur le fil, il n'a plus rien, et dans l'extrait qu'on a entendu, là, Hamilton, ses pneus, ils sont morts. Il est usé à la corde, en fait. Il est en glisse partout, mais vraiment, il est en galère dans tous les virages. On voit qu'il se bat avec son auto pour essayer de la garder sur la piste. C'est très, très dur. Et Raikkonen, lui, sait très bien qu'il a qu'une chose à faire, c'est attendre l'erreur ou attendre vraiment le moment propice pour le passer, parce qu'il sait qu'Hamilton, pour lui, c'est terminé pratiquement. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, mais là, moi, j'ai une question. Pourquoi McLaren hésite autant à le faire rentrer? Ce qui est hallucinant à ce moment-là de la course... Parce que nous, on le voit, tu vois, toi, moi, les gens de notre télé, à ce moment-là. Moi, je me souviens encore de regarder la course et de me dire, mais pourquoi ils n'arrêtent pas Hamilton? Pourquoi? Il faut aller chercher les points du championnat? Ce qui est hallucinant à ce moment-là, c'est que même dans mon esprit, j'avais souvenir, ils l'ont arrêté 3 tours trop tard ou quoi. Mais là, quand on revoit, pour ceux qui n'ont pas eu cette course, je vous conseille de la revoir. Donc, déjà, bien en amont de ces difficultés-là, où Raikkonen est revenu dessus et qu'il en glisse de partout, déjà avant, au moment où la pluie refait son apparition,
on voit déjà qu'il perd énormément sur Raikkonen. Donc déjà là, on a presque un coup à tenter, sachant que quelques tours plus tôt, on a Mark Webber sur Red Bull qui tente un coup en mettant les slicks. On a Kubica aussi qui tente un coup en mettant les slicks. Parce qu'à ce moment-là, la pluie n'a pas encore fait son apparition. Mais on tente un coup de poker. Et c'est un coup de poker, mais c'est un bon coup à jouer. Sauf que malheureusement, la pluie va revenir. Mais bon, McLaren, on était presque en position de tenter le coup à ce moment-là. Parce qu'en plus, on va voir. Alors, Weber, malheureusement, ça n'a pas marché parce que quand la pluie revient, bah, ça ne fonctionne pas. Donc, il va re-rentrer au stand pour retroquer ses gommes slick contre des intermédiaires. Mais par contre, Kubica, lui, il va survivre. Parce que l'épisode pluvieux, il va pas durer très très longtemps. Et lui, il va survivre avec ses pneus slick. Et on en reparlera tout à l'heure. Kubica, il va se retrouver en tête après ça. Parce que lui, il va garder ses pneus slick. Et sans malheureusement la mécanique qui est venue se mêler à sa course, bah, ça aurait pu être lui le vainqueur de ce jour-là. Avec des scies. Mais pari en bouteille. Alonso, à ce moment-là, qui comptait 15 secondes de retard, il revient à 6 secondes au tour 30. Chez TF1, l'ambiance elle est de plus en plus électrique. Et moi, je te dis, je pense que McLaren a voulu tenter un pari, mais pour moi, comment c'est possible de ne pas faire arrêter ton pilote? Ce qui est incompréhensible, c'est que pourquoi pas tenter le coup, on le voit encore aujourd'hui, hein. Tant que Hamilton était devant Raikkonen, on dit pourquoi pas, on le laisse en piste, il est en tête, ok, on essaye de survivre comme ça. Mais à partir du moment où Raikkonen passe, quand on sait que déjà les tours précédents, il lui reprend 2 secondes au tour, à partir du moment où Raikkonen passe, on doit le stopper. Tu l'arrêtes tout de suite, on doit le stopper. Parce que, et justement, essayer de profiter de gommes intermédiaires neuves, sachant qu'il repleut, pour essayer de annihiler tout de suite le handicap par rapport à Raikkonen et reprendre l'avantage. Parce que si on arrête tout de suite Hamilton, à ce moment-là, on est quasiment certain qu'il peut reprendre l'avantage sur Raikkonen par la suite, quand Raikkonen va s'arrêter. Moi, je l'aurais arrêté avant, tu vois. Moi, je l'aurais arrêté avant que Raikkonen le dépasse. Ah oui, carrément. Quand je vois que les Raikkonen commencent à gagner 2-3 secondes par tour, déjà, tu vois, je me fais une frayeur sur la ligne droite des stands, quelques tours avant. Les gars, je peux plus contrôler. À un moment, c'est ton pilote qui doit dire, les gars, je peux plus piloter la voiture, arrêtez-moi. Tu vois, c'est un peu ce qu'on se reproche à Leclerc souvent. On dit, oui, Leclerc, il suit la stratégie de Ferrari, il s'affirme pas assez. Bah, pour moi, le fautif dans cette histoire, c'est Lewis Hamilton, parce qu'il aurait dû s'affirmer et dire, messieurs, box. Oui, même lui, il aurait dû dire, comme je partage ton avis à ce moment-là, il te dire, on stoppe les gars, c'est pas possible de continuer comme ça dans ces conditions. Si on veut aller chercher la victoire, ou même ne serait-ce que limiter la casse et faire un podium, il faut s'arrêter à ce moment-là. Et malheureusement, McLaren va attendre éternellement, mais ça en devient presque risible. Parce qu'Hamilton, on voit à l'agonie, quoi. Il est à l'agonie dans tous les virages, il est en glisse, il n'arrive pas à freiner. Quand il réaccélère, la voiture elle part de l'arrière. Non, il est à l'agonie par rapport à tous les autres. Donc, et c'est le leader du championnat, hein. C'est incompréhensible qu'on ne l'arrête pas. Mais bon, au tour 31, McLaren lui donne l'ordre de box et il s'arrête. Ça y est, on va intervenir sur la monoplace de Hamilton qui a l'agonie littéralement. Les 2 pneus sont morts. Et est-ce qu'ils vont faire rentrer Alonso en même temps? Non, sans doute pas. Le voici qui rentre. Oh là 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 là. Est-ce qu'il va réussir à s'en sortir? Eh non, il est calé, il est bloqué. Quel drame! Il est bloqué, Lewis Hamilton, incroyable, le tournant du championnat peut-être maintenant, avec Lewis Hamilton qui est arrêté. Comment on a pu chez McLaren ne pas l'arrêter? Il est en Ça train de fait faire 3 tours. Qu'on le pousse, mais on n'a pas le droit, il lui demande d'arrêter. Ça fait 3 tours qui prend 7 secondes au tour. Comment on ne l'arrête pas avant? Terrible. On l'a vu nous, pourquoi ils l'ont pas vu? Regardez Ron Dennis, la consternation. Ils sont en train d'essayer de le pousser. Mais ils n'ont pas le droit normalement. C'est interdit ce qu'ils sont en train de faire. Non, il a les 4 roues de toute façon la voiture est posée sur le fond. De toute façon, elle est posée, c'est terminé. Coup de théâtre incroyable dans le 31e tour. Hamilton qui n'a pas commis une erreur de la saison, qui se sort en rentrant au stand. La consternation dans le clan McLaren et Raikkonen en tête avec Alonso qui est en 2e position. Le championnat est relancé. Le championnat est relancé avec le premier abandon en carrière de Lewis Hamilton en Formule 1. Et la première erreur, comme le dit très bien Christophe Malbranck, sa première erreur de la saison
en course en tout cas, parce qu'il n'avait pas commis de la moindre erreur. Et malheureusement, elle arrive au pire des moments pour lui. En plus, de manière presque grotesque pour un pilote de Formule 1, aller sortir dans le plus petit bac à gravier du championnat, à l'entrée des stands, ça fait tâche. C'est un pilote qui se crache d'entrée à l'essence, et c'est David Coulthard. David Coulthard à Adélaïde en 1995, ouais, c'est arrivé. Donc, mais bon, à cet endroit-là, lui, il n'a pas de bac à gravier. Il y a directement le muret, donc. Mais c'est arrivé. J'ai souvenir, moi, d'avoir fait une bévue semblable sur Formula One 2000 ou 97. Je sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé. Non, t'étais parfait, tu étais déjà des super. Parfait, non, mais dans les stands, je crois pas m'être sorti déjà. Il était déjà intraitable au volant. En fait, voilà, c'est ton championnat parce que celui qu'on voyait déjà champion, les commentaires le disent, il va gagner le championnat. Et en fait, il vient de mettre pied à terre. Donc la course est totalement relancée. Et après tout ça, la course, ça devient celle d'Alonso, de Raikkonen, mais surtout de Kubica, dont tu as parlé précédemment, parce que Kubica, il est en tête. Oui, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, Kubica, il s'est arrêté un petit peu avant avant l'arrivée de la pluie pour mettre des pneus slick. Et il va survivre à cet épisode de la pluie tant bien que mal. Et il va se retrouver en tête au moment où tout le monde s'arrête, où tout le monde repasse un nouveau traitement de pneus. Quand la piste a enfin séché, qu'on peut mettre des pneus slick, donc les leaders ils s'arrêtent, ils ont tous des pneus qui sont très très usés. Lui il se retrouve en tête, il a un rythme phénoménal. Je rappelle que quand Hamilton est encore là et que Raikkonen fonce sur Hamilton, Kubica c'est l'homme le plus rapide en piste. Il tourne 5, 6, 7 secondes plus vite que tous les autres. Parce que justement, les pneus slick ils commencent à entrer dans la bonne fenêtre d'utilisation, ils sont dans la bonne température et ils volent Kubica. Et tu parlais de Kubica, ça fait partie des pilotes qui font partie des grands espoirs de la Formule 1. Kubica, un peu au même titre qu'un autre pilote allemand qui pilote chez Toro Rosso, Sébastien Vettel. Ouais, Sébastien Vettel, tout jeune pilote à l'époque, qui a été titularisé chez Toro Rosso, mais qui a au départ officié en tant que 3e pilote chez BMW. Sébastien Vettel qui sort lui d'une grosse désillusion au Japon quelques semaines plus tôt. Il s'est sorti derrière la safety car en percutant Mark Webber sous safety car, un peu ou beaucoup selon les observateurs, selon les regards et les affinités de chacun, à cause de Lewis Hamilton qui nous a fait un petit break test à la Michael Schumacher sous la pluie. Et je n'aime pas cette affirmation, je n'aime pas cette comparaison. Et donc qui a lui aussi une revanche à prendre et qui va la prendre et de quelle façon ce jour-là. Mais bon, Sébastien Vettel, alors c'est un talent, mais encore un très jeune pilote et qui n'a pas forcément encore pris la maturité. Et toute la mesure de la Formule 1 aussi, parce que cette saison-là, il est quand même globalement, Montagny l'évoque, il est souvent dominé par Liudi sur le sec. Mais après, Antonio Liudi, qui lui aussi fait une très belle course, qui avait une belle carte à jouer ce jour-là. Il est très solide sur le premier relais. Après, malheureusement, entre les stratégies, l'arrivée de la pluie, ça va moins bien tourner pour lui parce qu'il aurait pu finir à la place de Vettel. Mais Antonio Liudi, qui à l'époque était considéré comme un énorme talent italien. Un énorme talent, c'est le champion de F3000, Vito Antonio Liudi, mais lui qui va se retrouver malheureusement avec l'arrivée de Vettel et l'année d'après de Sébastien Bourdais, le français, donc quadruple champion de Champ Car, qui va se retrouver au volant de la Toro Rosso donc l'année suivante. Il se retrouve sans volant, Vito Antonio Liudi, donc c'est lui aussi comme Ralf Schumacher, l'une de ses dernières opportunités de se montrer. Mais comme tu l'as dit, oui, c'est pour en revenir à Vettel, c'est un des talents émergents, et Kubica, avec Kubica qui est peut-être à un stade un peu plus avancé, parce que lui aussi, il a officié comme 3e pilote longtemps chez BMW, avant de prendre la place de Jacques Villeneuve, mais depuis qu'il est là, il a déjà montré de très très belles choses. Ouais, il a aussi montré qu'il est très résistant au choc. Oui, au Canada, contre le mur, sacré choc, énorme cette saison-là. Et sacrée force de résilience aussi, pour se mettre d'un tel choc et pour performer autant avec une... En plus de 80 G, je crois, un choc monumental, et c'est presque miraculeux qu'il s'en sorte sans rien.
Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est Sébastien Vettel qui le remplace le Grand Prix ouais. suivant à Indianapolis et qui marque ses premiers points dès sa première course. Ouais, j'avais dû lire ça dans un livre sur Sébastien Vettel. Écrit par monsieur Thomas Voloc, je crois. Et Loïc Schoenvapol, évidemment. Chez TF1, on commence à s'exciter parce que on imagine une victoire de Kubica et évidemment, quand il se passe quelque chose, c'est l'heure de la page de pub. Et au retour de la page de pub, vous pouvez entendre ça. On revient avec le coup de théâtre, un autre coup de théâtre dans ce Grand Prix de Chine absolument incroyable. Robert Kubica était en tête et il a eu un problème de boîte de vitesse. Il vient d'abandonner le pilote polonais alors qu'il était en train de faire ce qu'il fallait pour aller chercher peut-être sa première victoire en Grand Prix. Eh bien, ça nous rappelle qu'en Formule 1, rien n'est jamais terminé. Rien n'est jamais terminé, course imprévisible qui commence à s'accélérer avec le rythme. Ça réveille un peu tout le monde. Mais ouais, Kubica, on sent qu'il est pas loin de sa première victoire. Voilà, il aurait mérité d'aller la chercher. Franchement, il était solide. Hein. Au moment où il abandonne, il y a plus de 3 secondes de marche sur Raikkonen et on sent qu'il a le rythme pour le tenir, pour rester devant et pourquoi pas même prendre encore de la marge. Il est en pleine confiance. La voiture marche bien, mais malheureusement, il y a ce souci technique avec cette boîte de vitesse qui lâche. Au pire des moments pour lui et pour BMW, c'est un week-end un peu difficile à ce niveau-là. Hein. Nick Heidfeld, son coéquipier, a connu un problème hydraulique le vendredi où il a perdu toute la journée et ils ont cassé 3 boîtes ce week-end-là BMW, donc malheureusement pour lui c'était pas encore son jour. Ça, d'ailleurs, je crois que BMW, c'est dire boîte mécanique wasted, un mélange français-anglais. Raikkonen se retrouve à mener devant Alonso, Massa, Vettel est très bien placé. Et parmi les à côté du Grand Prix, t'as une séquence assez drôle entre Christophe Falbranc et Franck Montagny, parce que séquence assez légère où Christophe Falbranc dit je vous ai vu dans les paddocks dernièrement, j'ai vu que vous vous baladiez un petit peu et c'est lunaire. C'est très drôle. Il lui dit oui, je vous ai vu traîner là-bas. Ah, vous m'avez vu traîner? Ah, c'était moi? Ah bah oui, c'était vous. Ah, mais vous étiez du côté de chez Spiker. Tu vois, il sort le nom de l'écurie, tu vois, tu fais wow. Donc non, c'est décomplexé, tu vois, et c'est très appréciable. Montagny, à ce moment-là, donc dans la même diatribe, il évoque chez Toyota un jeune japonais talentueux, Kobayashi. Alors il a peut-être pas le même regard sur le talent comme Kobayashi, parce qu'il est très sévère, l'ami Franck. Oui, mais quand même, je crois qu'il dit le mot talentueux. Peut-être, mais Oui, il sort des amabilités aussi. Il y a un gros sous-entendu comme quoi il est japonais et il faut qu'il aille chez Toyota parce que... Ouais, mais il dit aussi qu'il prend une seconde au tour à chaque fois qu'il monte dans la voiture. Hein. Bah, heureusement que t'es là pour faire la demi-mesure. Moi, tu vois, je m'emporte. Moi, je suis un émotionnel. Qu'est-ce que tu veux? Au tour 36, à 20 tours de l'arrivée, y a Alonso qui cravache parce que tout simplement, là, il sent qu'il peut aller chercher le championnat. En fait, là, il a porte ouverte pour remonter au championnat. Ah, il a un gros coup à jouer, hein. S'il arrive à se débarrasser de Raikkonen et à remporter cette course, ça fait 10 points de plus. Et ça fait, Alonso, il peut revenir à 2 points seulement de Lewis Hamilton. Donc lui, c'est un énorme coup à jouer. Parce que 2 points, 4 points, c'est déjà une grosse différence. Et bon, il faut pas oublier que Massa n'est pas très loin derrière lui. Alors certes, on voit qu'il a pris l'ascendant, quand même, depuis qu'il a dépassé. Mais il reste assez proche. Donc il est toujours sous la menace de Massa. Mais alors, il va tenter le coup, il va attaquer, il va essayer de tout sortir, tout ce qu'il peut, mais on sent que c'est compliqué, quoi. Entre lui et Raikkonen, c'est un peu à toi, à moi. Un coup, Alonso est plus rapide, un coup, c'est Raikkonen, donc l'écart, il reste sensiblement le même. Alonso, il le comble un petit peu, mais Raikkonen est en contrôle. Raikkonen, il est clairement en contrôle, on sent que c'est le plus fort. Et sur une course, rendez-vous compte, on est à l'avant-dernière course du championnat du monde 2007. Le gars, il est 3e au championnat du monde, c'est le moins placé au début de cette course pour gagner le championnat. Cette nette chance de survie infime. Et il le fait, en fait. Au tour 39, le top 5, Raikkonen, Alonso, Massa, Button. Jenson Button et Vettel, mais Jenson Button, il te tape des temps, mais il te fait meilleur temps sur meilleur temps, c'est invraisemblable. Oui, là, il vole à ce moment-là. Jenson Button, il a fait qu'un seul arrêt au stand, donc il est sur une stratégie décalée par rapport aux autres, qui sont arrêtés déjà 2 fois. Et ça va pas être le seul pilote, hein. Il va y avoir aussi Fisico, Giancarlo Fisichella, qui lui aussi va voler sur la fin de course, mais Button, clairement, depuis qu'il a... Parce que lui aussi, un peu à l'instar de Kubica, il a monté ses pneus slick assez tôt dans la course, avant les leaders.
et il vole et il est très rapide et c'est la première fois, peut-être la seule fois de la saison qu'on voit cette Honda à pareille fête parce que 2007 c'est une saison très très compliquée pour Honda qui a plus de sponsor titre, qui a cette décoration Avec la terre. Que les écolos aimeront beaucoup, mais mais qui fonctionne pas beaucoup, pas énormément en tout cas la voiture. Je parle pas de la décoration, mais cette Honda, elle marche pas clairement. Elle est très peu compétitive. Ils n'ont pas l'apport en plus financier d'un grand commanditaire. Et là, pour une fois, elle vole quoi. Ils réalisent des temps impressionnants. Déjà au moment où quand Kubica était encore là, c'était l'homme le plus rapide en course. Et bon, on va comprendre pourquoi. Plus tard, parce qu'il doit encore s'arrêter et qu'il a moins d'essence que ses adversaires. Au final, on part sur une victoire, mais une victoire de Kimi Raikkonen qui remporte cette course. C'est une course exemplaire qui fait Raikkonen. Ouais, Raikkonen dans la droite lignée de sa fin de saison très très solide. Il a eu une saison un petit peu chaotique, comme on l'évoquait tout à l'heure, où il y a eu des périodes très très solides et d'autres beaucoup moins bonnes. Et là, il finit fort, Raikkonen, il finit très fort. Et là, il sait que c'est sa dernière chance s'il veut maintenir le suspense jusqu'à Interlagos au Brésil. Donc pour la dernière course de la saison 2 semaines plus tard, il doit gagner et il fait le travail. Il fait le travail et il maintient ses chances en vie. Fernando Alonso est deuxième, Felipe Massa troisième. Alonso, je pense qu'il est content au soir de la Chine, même si bon, c'est pas une victoire, mais c'est toujours des points pris sur Hamilton. Surtout qu'Alonso, lui, il sort d'un Grand Prix du Japon où il a commis une grosse erreur, lui aussi, il a abandonné. Alonso, à l'instar d'Hamilton, il a très peu de résultats blancs. Le Japon, c'est son seul résultat blanc de la saison, contrairement à Raikkonen, qu'on a un peu plus, par rapport aux deux pilotes McLaren. Et Alonso, il devait réagir parce qu'il a perdu beaucoup au Japon sur Hamilton notamment, alors qu'il était quand même très proche. Et là, il comble quand même une grosse partie du retard. Il marque 8 points, qui revient à 4 longueurs d'Hamilton au championnat. Donc, il peut encore espérer être titré, même si lors de la conférence de presse officielle d'après-course, il reconnaît que ça sera quand même très difficile pour lui. Il sait que, malheureusement, le climat chez McLaren étant celui qu'il est, ça sera compliqué, que sauf circonstances exceptionnelles à Interlagos, ça sera dur pour lui à la régulière d'aller chercher ce titre. Il faudrait qu'il y ait des circonstances exceptionnelles à la fin donc de cette course. Alors, petite stat intéressante, c'est la dernière victoire d'une F1 où un cigarettier est visible sur une Formule 1. Voilà, le cigarettier Marlboro qui est visible sur le flanc de la Ferrari avant cette publicité déguisée avec Mission Winner, etc. Donc pour Philippe Morris. Mais également, c'est un très beau chiffre en matière de victoire, Andrea. La 200e de Ferrari, la 200e victoire de Ferrari en Formule 1, le 600e podium d'un moteur d'une Ferrari, donc en catégorie Rennes. Et pour Kimi Raikkonen, lui, c'est sa 14e victoire en F1, la 5e de la saison. Donc, il devient, en Chine, le pilote parmi les 3 belligérants, celui qui a le plus de victoires sur cette saison 2007. Sachez qu'en date du 19 août 2026, Ferrari totalise maintenant 250 victoires. Voilà, petite stat comme ça. Donc, en 20 ans, 50 petites victoires, ça fait pas beaucoup. Surtout avec des saisons où il y a maintenant des saisons à rallonge, 22, 23 Grands Prix, etc. Énormément de courses. Et donc voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette course, André? La belle performance de Sébastien Vettel, comme on l'a évoqué tout à l'heure, 4e, donc après sa bourde du Japon, il signe le meilleur résultat d'une Toro Rosso à l'époque, qui n'avait jamais été à pareille fête. Donc très 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 belle course. On a Button qui limite la casse 5e. Et après, on a les déceptions aussi. Dans une course aussi chaotique, avec des conditions piégeuses, avec un Lewis Hamilton qui est pas là, avec aussi des BMW qui ont déçu parce que c'est quand même la 3e force de cette saison-là. Bon, Kubica, malheureusement, il n'y est plus rien, mais Heidfeld, il n'a pas vraiment répondu aux attentes. Donc là, on aurait pu espérer chez certaines écuries, notamment j'évoque Renault, qui vit une saison 2007 horrible, pu réaliser quelque chose. Ils ont pas vraiment su le faire.
Les Red Bull aussi qui étaient bien qualifiés sur la grille de départ, bah, malheureusement aussi ils vont passer un petit peu à côté alors qu'ils avaient bien joué le coup au départ en termes de stratégie. Mais bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, malheureusement Weber il va s'arrêter, Coulthard ils vont s'arrêter alors qu'ils avaient troqué déjà les pneus inter contre des slicks et ils vont... Quand on dit bien qualifié, je te coupe Andrea, pour Red Bull, c'est qualifié pour une Red Bull de l'époque. À l'époque, oui, c'est Red Bull qui est quand même une jeune écurie en 2007 et qui n'est pas encore une grande équipe comme elle est devenue plus tard. Ils sont sur la 3e ligne et la 5e ligne, ce qui est quand même et la 4e ligne, pardon. Donc ce qui est très bien pour Red Bull. Mais c'est Red Bull de l'époque, encore une fois, le contexte est important. Oui, 5e, 7e place. Et c'est très loin devant les Renault. Faut rappeler qu'à l'époque, ils sont motorisés par Renault. Sébastien Vettel finit 4e, mais j'avais totalement oublié ce paramètre. C'est en regardant 2-3 petites infos où j'ai vu que Vettel avait démarré 17e. Mais il avait été rétrogradé de 5 places pour avoir gêné Kovalainen en qualification numéro 2, après s'être qualifié 12e. Donc Vettel, à ce moment-là, il marque clairement de son empreinte qu'il est quand même un talent sur lequel il faut compter. Ah, c'est une sacrée performance, hein. Et Vettel, là encore pour l'anecdote, il aurait pu avoir une autre pénalité avant la course parce que justement, on devait le rétrograder de 5 places supplémentaires sur la grille suite à l'incident de Fuji, dans laquelle il avait percuté la Red Bull Sœur de Mark Webber. Finalement, après un briefing, donc ça, début de week-end, dans lequel avait assisté aussi Lewis Hamilton, parce que lui aussi, il avait été pointé du doigt par Mark Webber notamment. Donc les deux avaient été blanchis, compte tenu des conditions épouvantables à Fuji. Mais ça ne fait quand même que rajouter à la performance de Vettel, qui, comme tu l'as dit, partait très loin sur la grille et qui finit 4e à bord d'une Toro Rosso. Toro Rosso, c'est quand même une voiture très très modeste pour l'époque. Fond de grille. Hein. Fond de grille et là, on voit le talent de Vettel émerger. Il a déjà prouvé sous le déluge à Fuji qu'il était très rapide. Malheureusement, ça s'est pas bien terminé, alors qu'il aurait pu finir sur le podium. Et là, il confirme que c'est un des talents de demain. Au championnat, à la fin du Grand Prix de Chine, le leader du championnat avec 0 points inscrits en Chine, c'est Lewis Hamilton avec 107 points. Fernando Alonso est 2e avec 103 points. Kimi Räikkönen est 3e avec 100 points. 7 points d'écart entre le premier et le 3e qui peuvent être toujours champions. Et ça vous laisse imaginer que tout va se jouer à Interlagos. Interlagos, un circuit très bosselé, très difficile, un circuit très propice aux courses de dingue aussi. Naturel, à l'ancienne, et qui, en théorie, compte tenu de ses caractéristiques, aurait dû être plutôt favorable à McLaren que Ferrari. Mais là aussi, pour la petite anecdote, on va complètement resurfacer le circuit d'Interlagos avant ce Grand Prix. Et Ferrari, qui adore les billards et qui adore les pistes lisses, en 2007, va se retrouver l'équipe dominante lors de ce week-end-là. T'es en train de me piquer ma phrase. Tu dis beaucoup pour l'anecdote, Andrea. Je me vengerai au prochain épisode. Moi aussi, j'ai le droit de dire c'était mieux avant. Tu peux. Je pense qu'on a fait le tour sur le Grand Prix de Chine 2007. C'était très sympa de parler de ce Grand Prix avec des voitures dynamiques, puissantes, petites et qui se bataillent quand même sur un tracé pas banal. Très joli. Circuit de Shanghai. Et une bonne course. Tu partages peut-être pas mon avis, mais moi j'ai beaucoup aimé cette course-là. Je l'ai trouvée vivante, assez spectaculaire, plein de dépassements, des rebondissements bien sûr, avec Hamilton, Kubica. Une belle course à revoir. Et moi, je lui mets 6 sur 10, tu vois, cette course. C'était dur. Non, je lui mets 6 sur 10 parce que tu vois, le début de course m'a pas autant emballé que ça. Ok, d'accord, Raikkonen à la fin remporte la course. Mais, ouais, je la mets dans... Je peux la regarder, mais je vais pas m'amuser comme un fou, quoi, dessus. Je peux la regarder, bien sûr. Voilà. Avec des chips. Ça se regarde. Toi, tu lui mets combien? Moi, j'ai mis 6 sur 10. Tu lui mets combien? Je serais plus généreux que toi. Je lui mettrais un 7,5, 8. J'ai bien aimé cette course. Peut-être un 8. Ok, écoutez, vous aussi, regardez la course. Elle existe sur de multiples portails de vidéos partagés. Et donnez-nous votre note pour la Chine. Peut-être qu'on était trop sévère, peut-être qu'on était trop sympa avec cette course. Mais en tout cas, l'avis qui compte, c'est le vôtre. Avant de se quitter pour un nouvel épisode d'À fond, un futur épisode, pensez à suivre à fond sur votre plateforme d'écoute préférée
pour ne manquer aucun prochain épisode. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, @afondpodcast, pour nous faire vos retours et échanger avec nous. Et on adore quand vous échangez avec nous. C'est super sympa de partager avec vous la passion du sport auto et d'avoir vos avis sur Prost, sur Senna. On adore ça, même si voilà, vous avez le droit d'avoir votre avis. Et c'est génial parce que entre passionnés de sport auto, on partage cette passion-là. Si l'émission vous plaît, laissez-nous 5 étoiles et proposez-nous la course que vous aimeriez revivre dans un futur épisode. C'est un geste simple qui nous aide énormément à faire connaître le podcast auprès d'autres passionnés de sport automobile. Et qui sait, comme Maël qui nous avait conseillé cette course, votre course pourra même faire l'objet d'un futur épisode. Et en parlant du futur épisode, Andrea, on a un petit format, voilà, le format course de légende. Voilà, on reprend des courses. Maintenant, ça fait quand même 6 épisodes qu'on fait ça. Je me suis pas trompé au niveau de... T'as le bon chiffre cette fois. J'ai le bon chiffre. Et donc, le prochain épisode, on va pas faire une course, mais on va revenir sur un événement particulier. Alors, on reste en 2007. C'est pour cette raison d'ailleurs que cette course-là est bien tombée. Merci Maël, merci à toi. Mais on va donc rester en 2007 et on va évoquer ce duel qui a fait couler beaucoup d'encre entre le double champion du monde en titre arrivé chez McLaren, Fernando Alonso, et Lewis Hamilton, ce duel incroyable. Tous les épisodes qui ont émaillé la saison, toutes les polémiques qui ont émaillé cette saison-là et ce duel très 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 rude. Et donc on va en parler pendant une émission. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a déjà commencé nos recherches. Et croyez-moi qu'il y a des choses à dire sur ce duel. Donc, il y a eu beaucoup d'épisodes dans cette saison 2007. Voilà, je pense qu'on en parlera avec plaisir. On aura même peut-être des surprises, qui sait. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour un nouvel épisode d'À fond, à fond. Andrea, le mot de la fin. À fond, à fond, à fond.